Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber, votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française qui viennent partager leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Artigue, responsable de la sensibilisation en cybersécurité pour le groupe Decathlon. Et ensemble, nous allons parler justement de l'importance pour les organisations d'acculturer leurs collaborateurs aux enjeux de cybersécurité. Comment mettre en place des stratégies de sensibilisation et de formation aux bonnes pratiques de cybersécurité. Comment s'assurer que celles-ci sont efficaces. Qu'est-ce que l'IA a changé en la matière. Bref, si vous aussi vous posez toutes ces questions, alors vous êtes au bon endroit et on y répond maintenant au studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, une émission présentée par Camille Marc-Duras. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour Camille. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet pour reposer un petit peu le contexte, Decathlon, évidemment, c'est la grande entreprise de sport française qui fête d'ailleurs l'année prochaine ses 50 ans. Le groupe Decathlon, c'est combien de collaborateurs et dans combien de pays ? Alors à date, on est 96 000 coéquipiers et nous sommes présents dans 70 pays. Très bien, je fais attention à la terminologie coéquipier, le champ lexical du sport, bien sûr. Et donc, dans ce groupe de dimension internationale, on vous a confié la mission de sensibiliser justement ces 96 000 coéquipiers en matière de cybersécurité, en tout cas de renforcer cette sensibilisation. Pourquoi ? Quel a été le constat, ou en tout cas le besoin initial qui a conduit le groupe justement à prendre cette décision ? Il y a à peu près 2 ans, dans le cadre de la stratégie cybersécurité, nous avions en fait de la sensibilisation qui était effectuée plutôt en mode descendant sur des vidéos. Et il y a eu des demandes des pays, notamment au Chief Information Security Officer du groupe, en disant qu'il faut aller plus loin aussi sur la sensibilisation, développer des formations apprenantes. Et au vu de la stratégie et aussi des menaces qui étaient grandissantes, il fallait développer ces formations apprenantes. Ok, donc parce que finalement, le constat que les organisations font, généralement, c'est que la première porte d'entrée pour les acteurs malveillants, c'est souvent l'humain. Donc il y a vraiment ce besoin de former aux bonnes pratiques l'ensemble des équipes. Ah, tout à fait. L'idée, c'était de développer les réflexes de nos collaborateurs. D'abord pour eux, en fait, dans leur vie personnelle, parce que c'est ce qu'ils vivent chez eux, et qu'on développe leurs compétences pour qu'ils prennent les bons réflexes pour eux, et qu'en même temps, ils les utilisent dans l'entreprise. Donc on a choisi de poser quels sont nos besoins et d'envoyer un appel d'offres pour nous accompagner justement, parce que la difficulté, c'est pas d'amener du contenu, c'est d'amener aussi de la conduite du changement de manière durable. Une fois que vous avez fait justement ce constat, qu'est-ce que vous avez mis en place ? On a quand même un groupe de collaborateurs dans 70 pays, avec des langues et des cultures, et notamment peut-être des cultures au travail qui sont différentes. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une telle stratégie à cette échelle ? Alors la stratégie qu'on a prise, c'est déjà tout le monde devait appliquer cette stratégie, ça faisait partie de la politique de sécurité. On ne savait pas comment ça allait se passer. Donc clairement, puisque ça avait été fait, il y a eu des initiatives dans certains pays, mais pas de manière globale. Donc il fallait s'appuyer sur des relais de proximité. Donc on avait un contenu qui était multilingue, on disait tout à l'heure 70 pays, et on voulait, en fait, pour diminuer le risque, on voulait s'adresser au maximum de personnes. Donc il fallait absolument être dans les langues locales. Les langues, c'est les pays qui ont choisi. Par exemple, en Inde, ils ont choisi l'anglais en fait. Voilà, donc ça, c'était vraiment important d'adapter le contenu pour qu'il soit approprié par les personnes sur le terrain. Donc on a des relais dans les pays, ça s'appelle des security officers, qui ont fait ce lien finalement entre les équipes corporate et puis les équipes locales aussi, pour définir finalement le rythme aussi de déploiement. Ils avaient des objectifs aussi communs, mais ils devaient adapter leur stratégie de déploiement pour qu'elle colle au terrain. Et d'ailleurs, au-delà même de la langue et du rythme peut-être de déploiement de la stratégie, j'ai cru comprendre que aussi le modèle de déploiement change avec pas forcément les mêmes activations aux mêmes endroits au même moment. Donc, je crois que vous disiez, il vaut mieux faire un tout petit peu que rien du tout. Donc, dans certains pays, on fait beaucoup de choses et dans d'autres peut-être un petit peu moins. Mais finalement, l'idée, c'est que tout le monde ait une première petite graine qui soit plantée sur le sujet. Ça, c'est important d'adapter la stratégie de déploiement au fur et à mesure des difficultés qu'on avait, puisqu'au départ, on avait 3 modules de 15 minutes.
Et on s'était aperçu que sur retour terrain, et pas partout en fait, dire c'est trop long, c'est 3 fois 15 minutes. Donc il nous faut un module qui soit plus court parce que les équipes, on ne peut pas prendre ce temps-là. Donc selon les pays, finalement, on a un catalogue de services qu'ils ont puisé. Ils ont dit certains, c'est 3 fois 15 minutes. Pour certaines populations, et puis peut-être pour le retail, c'est 10 minutes. Donc ça, c'était vraiment important, parce que l'objectif, on partait de 0 compétence, on va simplifier les choses. Donc vaut mieux faire 10 minutes que se dire on fait 45 minutes et on n'y arrivera pas. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était structurant et qui nous a permis aussi d'accélérer le déploiement. Et donc finalement, on apprend un petit peu en marchant. Donc j'imagine que vous avez mis un accent tout particulier sur l'amélioration continue, peut-être avec des échanges entre les pays sur ce qui marche pas, et puis adapté au fil de l'eau. Tout à fait. Ça, c'est au bout de 6 mois, plutôt sur la deuxième année qu'on a attaqué, on s'est dit il faut qu'on associe les pays qui sont sur le terrain, qui vivent les choses pour construire notre stratégie. On avait imaginé des choses, on avait déployé. C'était le bon moment, on montait en maturité, de les associer dans les pistes de réflexion. Et ils ont choisi finalement quelles étaient les priorités. Ça, c'était vraiment important. C'était un facteur de clé de succès en disant, quand on associe les personnes, ça augmente aussi la motivation et le résultat. Et alors, du coup, justement, vous parlez de résultats, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que ça marche ? Comment est-ce que vous mesurez l'impact de ce qui est mis en œuvre déjà globalement, mais avec quand même tant de spécificité à ce niveau local? Oui, la principale formation, elle tourne autour du phishing. C'est vraiment, vous disiez tout à l'heure, c'est la porte d'entrée. Et ça, c'est vraiment clé de pouvoir mesurer où on en est. Puisque si on utilise des moyens financiers pour sensibiliser, il faut apporter un retour sur investissement. Donc ça, c'est vraiment clé. Et puis se dire, sur le risque, on en est où ? Donc on mesurait finalement les campagnes de phishing de manière factuelle. Et aussi, ça nous permet de se dire, finalement, dans tel et tel pays où on en est. Donc, voilà. Et mesurer finalement cet effort de formation, qu'est-ce qu'il apporte aussi en termes de baisse de risque. Je crois que vous nous disiez qu'effectivement, ce que vous regardez, c'est surtout, en tout cas dans la manière dont vous communiquez, c'est relever le nombre de personnes qui ont relevé le phishing plutôt que de se concentrer sur le nombre de personnes qui sont tombées dans le panneau. Ah, tout à fait. Il y a des personnes vivent le phishing comme un piège. Donc ça, c'est comment ils vivent les choses et c'est important de l'écouter. Donc on a un petit peu changé de manière d'expliquer les choses et de communiquer. Alors, certes, on communique sur le nombre de personnes fichées, mais aussi, on veut développer, on l'a fait aussi sous forme de challenge, finalement, les personnes qui signalent que c'est un phishing, ils ont une attitude positive de protéger l'entreprise. Donc ça, on le mesure de plus en plus, et pour 2025, on se fixe cet objectif-là de mesurer sur cet indicateur qui est un indicateur positif, d'avoir un bon comportement qui protège l'entreprise. D'ailleurs, au-delà de ce discours qui va être positif, qui va être valorisant, à l'inverse de ce qu'on peut entendre quand on parle de cybersécurité, des discours qui vont être très anxiogènes et parfois aussi culpabilisants. On est aussi donc, chez Decathlon. Donc il y a une importance aussi, je crois, dans la manière dont vous voulez former les gens, donner à la gamification, pour que ce soit quand même sympa d'apprendre à se protéger, à protéger l'entreprise. Ah, tout à fait. Donc ça, c'est... Alors, il y a un peu un ADN, effectivement, du challenge. Donc, dans le cadre du Cyber Month, fin 2024, on a fait des animations sur l'ensemble des pays pour justement faire un mode de gaming pour mettre en compétition, pour aller découvrir finalement le phishing, développer le nombre de formations qui ont été faites de manière à augmenter la maturité et avec aussi l'aspect gamification, d'avoir aussi des cadeaux. Donc ça s'était fait de manière internationale. Ça a permis d'accélérer aussi la sensibilisation. Ça a eu un effet booster. Ça a été le cas aussi, on a profité des Jeux Olympiques où Decathlon était partenaire pour à un moment donné se fixer des challenges d'augmenter de plus de 20% la sensibilisation. C'est important à un moment donné. On a réussi, ouais, tout à fait. Okay. Il faut prendre les opportunités comme des boosters pour accélérer justement. Parce que c'est un travail au quotidien de sensibiliser les personnes. Et alors justement, puisqu'on parle des spécificités qui sont propres à Decathlon, au-delà donc de l'ADN et de la culture d'entreprise, finalement, est-ce que les enjeux de sécurité d'une entreprise dans ce secteur du retail vont être différents des défis auxquels n'importe quelle autre organisation dans n'importe quel autre secteur Quels sont les défis spécifiques finalement que peut-être vous rencontrez pour former vos coéquipiers aux bonnes pratiques de cybersécurité? C'est clair, sur le retail, l'activité retail, c'est 70% des coéquipiers. Il y a un turnover,
C'est le plus important. C'est des personnes qui sont aussi sur le terrain très rapidement. Donc, inculquer le fait que la cybersécurité, ça fait partie aussi de l'activité, c'est de la conduite du changement qu'on doit amener. Ce turnover, on le subit, hein, c'est vraiment important, puisque quand on mesure notre KPI, on en est où sur notre sensibilisation, en fait, mécaniquement, il va baisser du fait qu'on a des nouveaux qui rejoignent l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai challenge d'arriver à avoir cette rigueur dans le onboarding des personnes, de faire ces sensibilisations cybersécurité. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le bon format. Il vaut mieux 10 minutes que rater les 45 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, je crois, au-delà des pays, on en a parlé, mais finalement, c'est un peu, les parcours sont un peu à la carte, aussi en fonction peut-être du niveau d'exposition au risque. Peut-être que quelqu'un en magasin, quelqu'un dans un bureau ne va pas être exposé au même risque. Oui, tout à fait. Notre stratégie, c'est se dire, chacun, s'il veut développer ses compétences, il peut le faire. Donc, quelqu'un qui a eu cette petite graine, finalement, s'il veut aller plus loin, on lui donne cette possibilité. Donc ça, c'est important. Et j'ai un chiffre, 42% des personnes qui se sont formées sur ces modules obligatoires, ils sont allés faire les modules facultatifs. Donc ça, c'est vraiment... De même. Ils n'ont pas été challengés pour le faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire, j'apprends quelque chose, j'ai envie d'apprendre en plus. Et vous citiez les autres, les personnes particulières, par exemple des populations de la finance. Là, on va faire des modules de sensibilisation adaptés, des campagnes de phishing, on va parler de spear phishing, parce qu'effectivement, ils sont exposés à des risques particuliers. Ce n'est pas les mêmes risques que des personnes sur du retail. Oui, D'accord. On va adapter. Donc, on adapte effectivement en fonction des populations. On fait cette formation en continu, notamment, vous mentionniez le turnover, qui est quand même un enjeu très important pour vous. Et finalement, je me disais, c'est un mal pour un bien, finalement, de devoir renouveler comme ça ces formations sans cesse, puisque la cybersécurité, les problématiques de cyber, les technologies, les pratiques évoluent en fait sans cesse, et d'ailleurs évoluent très vite. Donc, dans tous les cas, ça vous oblige un petit peu aussi à vous adapter à cette évolution de la menace ? Oui, c'est un vrai challenge par rapport... il faut réussir à être réactif, puisqu'il on a de la fraude, on a des nouvelles technologies. Il faut éduquer les personnes par rapport à ces nouvelles menaces et quels sont les bons réflexes qu'ils doivent avoir, et les mêmes sur la durée. Mais ce qu'il faut surtout entretenir, c'est garder ces bonnes pratiques. Les campagnes de phishing, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a beau être formé, si on ne pratique pas derrière de déceler du phishing, et finalement, on n'a pas acquis cette compétence. Il faut de l'exercice pour être... développer les réflexes, quoi. Développer les réflexes. OK. Et alors, évidemment, là, on parle de l'évolution de la technologie, donc on ne peut pas ne pas mentionner l'intelligence artificielle. Dans vos missions, justement, d'acculturation à la cyber, est-ce que cette explosion de l'IA sur ces dernières années, ça a eu un impact pour vous ? Aujourd'hui, dans la stratégie de sensibilisation qu'on a faite, sur le contenu, c'est un contenu plutôt classique qu'on a fait. Vraiment, je reçois un training et je vais me former. C'est pas quelque chose qui est sur une approche user-centrique, très tournée sur l'utilisateur, et pas tournée dans le GS métier. Donc aujourd'hui, parce qu'on a passé cette étape de maturité, on va aller plus loin, d'associer, ça peut être par effectivement l'intelligence artificielle, le micro-learning, par des bots également, c'est d'intégrer finalement dans le geste métier une interaction avec une intelligence pour vraiment coller au geste métier de la sensibilisation. Par exemple, je reçois un email, à un moment donné, on va dire attention à ça, il faut que tu sois plus vigilant sur le phishing par exemple. Et d'ailleurs, je crois que ça permet aussi de trouver le bon moment finalement, en collant l'IA justement au geste métier, on trouve le bon moment pour passer le bon message aux collaborateurs en question finalement. Exactement. Ma vision des choses qui est personnelle, c'est celle-là. Moi, j'ai une lecture sociétale. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'organiser des moments de concentration pour faire quelque chose. D'accord ? On veut tout de suite en fait. Donc je pense qu'il faut coller cette attitude-là et se dire, il y a peut-être des bons moments pour passer les messages. Je vais donner juste un chiffre qui m'a interpellé dans nos campagnes de phishing. Une personne sur 3 qui s'est fait ficher, elle va se former à un mini-module. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc c'est intéressant, je viens de me faire ficher, je comprends que je me mets en risque et je mets en risque l'entreprise et je me forme. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est par justement l'intelligence artificielle pour que créer cet événementiel. Et au-delà du bon moment, c'est aussi cette idée que l'IA peut nous permettre de personnaliser finalement au maximum des formations qui initialement vont être peut-être plus génériques, de personnaliser au maximum ces formations en fonction des usages de chacun pour justement un impact toujours plus fort.
Exactement. L'idée, c'est de coller finalement aux besoins de chacun. Et je pense qu'au travers de l'IA générative, il faut que la personne puisse poser des questions finalement par rapport à ce qu'elle est en train de faire, par rapport à ses compétences. Je vois par exemple, on peut poser des questions. Quelles sont les bonnes pratiques pour protéger mon empreinte numérique ? D'accord. Ça peut être également, on peut poser des questions sur la politique de sécurité pour la rendre justement accessible à l'utilisateur. Donc ça, l'intelligence artificielle générative, elle peut répondre à ces enjeux-là. Merci beaucoup Jérôme pour cette discussion tout à fait intéressante. Et puis merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Objectif Cyber. Merci à toi. Et c'était mon dernier podcast Objectif Cyber, puisque le format du podcast de Capgemini évolue. Et Delphine Le Garlès, responsable marketing chez Capgemini en France, est avec nous en studio pour nous en dire plus. Merci beaucoup Camille, et merci pour toutes ces discussions inspirantes que tu as pu mener à travers Objectif Cyber, et notamment ce dernier qui était à fond la forme, j'ai envie de dire. Ah, merci Delphine, bravo. Pour revenir à quelque chose de plus sérieux, pourquoi faire évoluer le podcast ? Tout simplement parce qu'on a envie de répondre mieux aux enjeux du marché, concernant notamment la transition vers un monde plus digital. Cloud, data, IA, cyber, tu le sais très bien, sont des sujets intimement liés et c'est cela que vous retrouverez à travers ce nouveau format appelé tout simplement Objectif Tech. Donc merci à vous tous qui nous écoutez et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro, cette fois-ci d'Objectif Tech. À bientôt.